Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Serge Rabier, donc je suis chargé de recherche à la direction de la recherche, de l'innovation et des savoirs de l'AFD. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une conversation de recherche sur la thématique des mobilités transfrontalières des femmes en Afrique de l'Ouest. J'aurai avec moi et surtout nous aurons tous le plaisir d'écouter dans un premier temps le professeur Papa Demba Fall, géographe de formation, directeur de recherche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et aussi directeur du réseau d'études des migrations africaines, Rémigraph, toujours à Dakar. Nous aurons comme discutante une collègue, Madame Lucie Brochler, qui est chargée de mission genre à la direction lien social de l'Agence française de développement. Un rapide mot sur cette étude dont nous allons parler aujourd'hui, qui est née en fait du souhait partagé avec nos collègues de Dakar, mais aussi d'autres collègues de la sous-région, eh bien, d'articuler un important sujet démographique, qui est celui des migrations, avec une dimension jusque-là assez peu, voire très peu explorée, qui est la dimension genrée des migrations. Donc, nous avons eu le plaisir et le bonheur de pouvoir travailler sous la coordination de Papa Demba Fall avec un certain nombre de collègues de Ouest africains. Et, bon, Papa Demba nous en parlera mieux. Et je pense que cette étude est assez innovante, à la fois sur cette articulation de deux thématiques, mais aussi sur les premiers résultats qui vous seront livrés. Alors, quelques éléments d'organisation. L'exposé de Papa Demba se fera à peu près sur une 25 minutes, 30 minutes maximum. Cette présentation sera suivie d'une discussion initiée par des questions que je sais pointues et très intéressantes de Lucie pendant 25 minutes, hein, donc un dialogue entre Lucie et Papa Demba. Puis nous aurons pendant 25 minutes une série de questions-réponses avec le public. Voilà, donc je vous invite, pour celles et ceux qui sont intéressés au fil de l'eau, à poser leurs questions dans la rubrique questions que vous pouvez trouver en bas à droite de votre écran. Je vous conseille de ne pas utiliser la rubrique chat, mais plutôt la rubrique questions pour ce faire. Et je me ferai le relais de vos questions auprès de nos deux intervenants du jour. Voilà, je vous remercie. Je laisse tout de suite la parole à professeur Papa Demba Fall pour son exposé que nous attendons avec beaucoup d'impatience et dont nous le remercions. Merci à toi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Serge. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier l'Agence française de développement qui a bien voulu nous accompagner sur une question qui nous a interpellés et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une conférence à Paris que j'avais animée par l'intermédiation de notre partenaire qui est le GRDR, que je ne cesserai jamais de remercier. Au terme un peu de ma présentation à l'époque sur les femmes en migration en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest en particulier, nous avions vu pointer un certain nombre de questions. Et ce qui était surtout important, c'était de voir un peu que cette question de genre accrochait l'AFD et que nous aussi en avions quelques idées, mais étions confrontés à un certain nombre de difficultés dans un peu la présentation et dans l'analyse de cette question. Donc, ce que nous appelons ici les mobilités transfrontalières constitue un domaine
de la démographie et ce que nous appelons les mobilités, les migrations en général, nous les examinons depuis le début dans la perspective du développement. Et en cela, ça rejoignait une préoccupation quasi internationale. C'est un peu les OMD, les ODD, comme on dit, les objectifs de développement durable. Et cette question démographique, comme un bon nombre d'autres questions démographiques, constitue des préoccupations et des questions centrales pour le développement futur. On dit développement au sens de accès aux ressources. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre les mobilités. Pourquoi ne nous intéresserons-nous qu'aux hommes en termes de développement, d'accès aux ressources, dès lors que les femmes également aspirent à ce développement, aspirent un peu à une certaine autonomisation qui est synonyme d'indépendance, d'autonomie, et on comprend que l'émancipation est une question extrêmement importante pour qui parle de femmes. Ce qui est également à souligner, c'est en quoi cette recherche, ce partenariat de recherche est important à plus d'un titre. Et j'en développerai un certain nombre d'aspects pour qu'on puisse comprendre la complémentarité qu'il peut y avoir entre les institutions de recherche, entre les partenaires au développement, entre les politiques. Et ça, dans la définition des politiques de développement, ça peut être extrêmement important. Pour revenir à notre sujet de recherche, ce qui nous a surtout guidés et intéressés, c'était de renforcer déjà, et c'est là-dessus que nous sommes mis d'accord avec l'AFD, et en l'occurrence l'ami Serge Rabier, sur la nécessité de renforcer un réseau existant, de s'appuyer sur un embryon de réseau pour développer une recherche. Ici, il est question de mobilité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Permettez-moi de rappeler également une chose. Nous sommes très conscients du compartimentage de la recherche africaine en zone, j'allais dire, linguistique. Nous parlons ici que de l'Afrique francophone, parce que ça correspond au champ d'intervention de l'AFD. Nous aurions aimé, et ça c'est dans le futur aussi, travailler avec nos collègues des pays anglophones ou lusophones, où il peut y avoir, certes, des comportements différenciés et des apports, des formes de trucs. Alors, quand je parle un peu de cette question, je dirais simplement, nous avons travaillé avec 9 universités qui occupent différentes régions en Afrique, mais surtout en Afrique de l'Ouest. J'y reviendrai tout à l'heure. Et qu'est-ce que nous avons surtout eu envie de montrer? C'était que de plus en plus, la migration fait partie du bagage mental et culturel même, j'allais dire. Ça ne veut pas dire que c'est un phénomène nouveau en Afrique. Il y a une tradition de mobilité. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, un peu comme un certain nombre d'activités qu'on appelle informelles, l'accès aux ressources, la recherche de moyens est quelque chose de très important en Afrique. Et l'affirmation de plus en plus croissante des mobilités féminines est une dimension qu'il faut prendre sérieusement en compte si on peut encore soutenir ces catégories vulnérables. C'est des questions qui sont faiblement documentées pour plusieurs raisons. J'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, notre collaboration interuniversitaire nous permettait, dans ces 9 pays-là, d'analyser le fait migratoire, surtout au féminin. Comprenez que
notre terrain de recherche comprend 9 pays. 6 sont des pays de la CEDEAO, qui sont donc unis et où il peut y avoir des règles de circulation communes. Mais nous avons compris que l'espace migratoire des hommes comme des femmes ne se limitait pas à ces 6 pays. Quand on est du Congo, du Burkina, du Sénégal ou un peu de la Guinée, on peut envisager de se déplacer en dehors de la zone CEDEAO. Et à ce titre, un pays comme la Mauritanie devient important. À ce titre, un pays comme le Cameroun ou le Tchad deviennent importants parce que ce sont des zones de transit. Ça nous permettait donc de comprendre au-delà de la zone CEDEAO unie par un protocole où il y a un certain nombre de libertés, comment se comportaient les migrants dans les zones de transit qui pouvaient les conduire vers d'autres cieux. C'est ce que vous voyez un peu sur cette carte-là, où l'on voit qu'il y a globalement en Afrique et historiquement une mobilité importante, mais structurée autour d'un certain nombre de zones, en particulier 3 zones. Vous pouvez occuper un peu, distinguer en Afrique de l'Ouest ce que l'on appelle la Sénégambie, tous les pays qui sont riverains des fleuves Sénégal et Gambie, qui correspond quasiment à la partie ouest du continent. On pouvait également distinguer et relever la spécificité migratoire autour des groupes Peul et des groupes Hausa, qui est la zone Hausa Kanuri, comme on l'appelle, ou autour des peuples du golfe du Bénin, autour de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, mais également ce que l'on appelle un peu en Afrique occidentale également la Manon River, qui correspond grosso modo à la frontière entre le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Ce sont des espaces de circulation. Et cette circulation migratoire s'est longuement et largement modifiée, connaît des bouleversements et des dynamiques qui sont extrêmement importantes. Mais comment les femmes peuvent ou se retrouvent dans cette situation? C'était quelque chose, me semble-t-il, d'assez important. Alors, pourquoi nous avons élargi? Parce que la convention de recherche lie l'IFAN, mon institut, à Cheikh Anta Diop Université, à l'AFD. Mais j'ai choisi de l'élargir à d'autres collègues, à d'autres pays, où nous avons des chercheurs qui travaillent sur les questions de mobilité, qui peuvent s'intéresser. Et il nous a fallu rechercher au plus près et de manière plus fine l'évolution de ces questions de migration féminine. Il ne faut pas oublier que ces migrations féminines ont été bien étudiées, en particulier par l'ORSCOM à l'époque, aujourd'hui IRD, à l'échelle interne dans les différents pays. La migration a occupé vraiment une place importante dans la recherche et à l'époque, certains travaux ont été consacrés aux femmes, j'en cite certains d'ailleurs. Mais ce qui était important pour nous dans ce cadre précis, c'était d'actualiser les connaissances. À l'échelle d'un pays comme le Burkina, nos collègues nous ont aidés à relever les études récentes et un peu à documenter la question à ce jour. Et cette revue de littérature, réalisée dans chaque pays par des équipes de recherche nationales, a donné au total une vision d'ensemble, une vision actuelle et récente de ces questions de mobilité féminine. On voyait un peu ce qui changeait, les dynamiques nouvelles et l'intérêt que ça pouvait présenter ou les spécificités qu'il pouvait y avoir. Et pour mieux comprendre cette question, nous avons choisi également de combler une lacune importante. C'est la production de données, comme disent les Anglais, evidence-based, sur un fait migratoire particulier, la migration des femmes. On manque généralement de données. On se base sur des observations empiriques
mais on manque terriblement de données pour soutenir les, comment dirais-je, les thèses qui sont avancées. Nous avons donc, nous nous sommes fixés un objectif de 300 questionnaires qualitatifs, plutôt quantitatifs par pays. Certains ont fait plus, d'autres ont fait un peu moins. Au total, nous avons un corpus qui nous a permis de comprendre, d'avoir des données, de recueillir des données au même moment. Parce que si vous trouvez des données de 1990 à Dakar, vous en trouvez en 80 en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, vous ne pouvez faire aucune comparaison. Donc, nous avons surtout voulu, à titre expérimental, tenter de démontrer l'intérêt qu'il y avait à produire des données simultanément sur une même base. Et ces données-là nous ont servi plus ou moins, même si on pouvait en demander plus, même si on ne dit pas que c'était suffisant de faire. Nous avons également demandé à chaque équipe nationale de préparer un rapport national sur la base de ces revues de littérature, de ces questionnaires quantitatifs, mais également des entretiens qualitatifs qui étaient au nombre de 10 par pays. Nous avons 9 pays, ça fait 90. Nous en avons 90 et qui nous ont permis, évidemment, de développer un cursus autour de ce truc. Donc, nos résultats sont exposés à la fois dans des rapports nationaux, mais nous avons également un rapport général Afrique de l'Ouest qui a été préparé par des membres du comité scientifique que j'ai accompagné parce que, vous savez, nous avons travaillé de novembre, je crois, septembre 2020 à novembre 2022 dans un contexte de pandémie où nous avions donc des réunions régulières, virtuelles, comme on l'a fait aujourd'hui, mais vous comprenez les difficultés qu'il y a à faire pareille chose en Afrique où la technologie n'est pas la même partout, ou également les horaires, les trucs, etc. Donc, on a été confronté à un certain nombre d'obstacles dans la coordination, mais globalement, on s'en sortait parce qu'on pouvait faire des réunions par le téléphone, le truc, etc. Bon, on y est arrivé quand même. Globalement, une fois que cette équipe a été mise en place, nous avons songé à deux grandes questions. Comprendre d'abord les ressorts de l'immigration féminine en Afrique de l'Ouest. C'est une première question, évidemment, qui mettait l'accent sur les spécificités, sur un peu les particularités, les similitudes, les différences de comportement, un peu les expériences, etc. Nous avons voulu un peu sur la longue durée essayer de comprendre. Autre question qui nous a paru également importante, c'est que ces femmes qui sont en migration, qui sont engagées dans la mobilité, recherchent des ressources, mais au fond, au bout des bouts, l'objectif visé est l'autonomisation, l'émancipation, au même titre que les hommes peuvent y aspirer, les femmes peuvent également y aspirer, et certaines femmes s'adonnent à la mobilité. Et il fallait comprendre un peu peut-être pourquoi et comment on pouvait y arriver. La revue de littérature a dressé l'état des connaissances. La dimension statistique de l'immigration féminine pouvait, comme je vous ai dit, être approchée à partir de données concrètes, des bases de données qui réunissaient 300, plus ou moins 300 fois 9 2700 questionnaires assez détaillés, assez fouillés, et en plus du corpus tiré des entretiens qualitatifs, nous avons donc pu produire un certain nombre. Très rapidement, je dirais, qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de cette recherche, globalement, de ce qu'on peut en dire?
Et que quand si on regarde le profil des migrations ou des migrants, on dit une chose, ce qu'on observe, c'est que en Afrique, d'une manière générale, en Afrique de l'Ouest en particulier, les migrations sont des migrations de proximité. On va dans le pays voisin, on ne s'éloigne pas trop. Au Burkina, on va en Côte d'Ivoire et au Tchad. Quand vous prenez le Sénégal, c'est la Mauritanie, le Mali, la Gambie, qui sont les destinations privilégiées. Les Mauritaniens vont au Sénégal et au Mali. Donc, dans un espace de coopération des pays frontaliers qui ont des traditions qui ne sont pas un peu au même niveau, j'allais dire, économiquement, mais qui également ont des différences infimes, même s'il y a un dénominateur commun de dire, oui, c'est des Ouest-Africains, mais il y a Ouest-Africains et Ouest-Africains selon la culture, selon l'appartenance confrérique et un certain nombre de choses. Il peut y avoir d'importantes différences selon qu'on appartient à tel ou tel groupe ethnique dans un truc, etc. Les Guinéens qui viennent au Sénégal ne sont pas perdus quand ils sont dans le sud du Sénégal, où ils parlent quasiment la même langue. Les Maliens, quand ils arrivent dans l'ouest du Sénégal, autour de Matam, des régions au ouest du Sénégal, sont chez eux. La Mauritanie a la même population sur le fleuve Sénégal, à la frontière avec le Sénégal, que le Sénégal. Donc, cette proximité-là culturelle peut être source d'intégration et de proximité. Un fait important, c'est que donc, quand je dis que ce sont des migrations de proximité, on le voit. Maintenant, il peut y avoir des traditions historiques qui font que le poids peut varier. On voit une plus grande présence de Guinéens au Sénégal, à côté des Maliens qui sont pourtant à côté. C'est la même chose quand on regarde un pays comme la Gambie, où il y a 6,4% de Gambiens qui sont installés au Sénégal, alors que la Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Tout ceci est quelque chose qu'il faut surtout examiner de manière, j'allais dire, fine, pour comprendre un peu comment le processus migratoire se développe, se naît ou s'affirme. Un autre fait important, quand on regarde ces migrations, ce sont surtout, en plus d'être des migrations de proximité, ce sont aussi des migrations d'accompagnement. Les femmes participent au mouvement migratoire parce qu'elles rejoignent, pour certaines, leur époux installé dans d'autres pays. Donc, il y a là quand même quelque chose d'assez important et où on ne s'appuie pas sur une législation, par exemple, pour un peu regrouper les gens. On vient parce qu'on n'a pas besoin d'un bulletin, d'un certificat de regroupement familial, etc., d'une autorisation préalable. Et ça, c'est un aspect également important. Les Africains se déplacent au gré de leur envie sans tenir compte naturellement des législations, des lois locales. Vous pouvez, quand vous êtes ressortissant de la CEDEAO, vous installer au Sénégal pendant 3 mois, mais au-delà de 3 mois, vous devez avoir un permis de séjour, ce qui n'est pas toujours le cas. Un aspect également qui nous a préoccupés, au-delà de ces aspects-là, c'était de comprendre un peu les mobiles ou les fondements de l'immigration féminine. Quelles sont les raisons, les facteurs importants? C'est-à-dire, il y a le regroupement familial, c'est vrai, mais ce qui a surtout été un peu insolite, j'allais dire, c'est qu'on observe que dans des pays comme le Burkina Faso ou des pays comme le Sénégal, une importante partie des migrants s'installent dans ces pays pour des raisons d'études. Ce sont des jeunes filles qui s'installent ici. Je passe un peu à côté, ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. On va chercher du travail, c'est vrai. On fuit un peu la guerre dans certains pays, on se réfugie dans un autre pays, dans un pays voisin. Il peut y avoir mille et une raisons. Mais chez les femmes, la décision migratoire, elle est parfois prise
indépendamment du mariage. Et là, on va, par exemple, s'installer dans un pays où l'on espère un peu accéder à des ressources, où on espère aussi changer le cours de la vie, accéder à des, comment s'appelle, des moyens qui autoriseraient un peu ce truc. Un fait également important, c'est que lorsque nous avons essayé de comprendre l'âge des migrants, on voit bien qu'on les recrute dans toutes les couches et que c'est vraiment entre 19 et 25 ans, à la fleur de l'âge, que les migrants et les migrantes surtout se déplacent. Donc, cette jeunesse des migrants, des migrantes est une dimension importante dont il faut tenir compte. Et ici, vous avez tous ces problèmes qui sont liés à l'autorisation parentale, qui sont liés à un peu l'attitude des parents en termes de religion, en termes de, je veux dire, de liberté de circulation, de conception et d'attitude vis-à-vis des libertés. On observera également, en termes de profil, que le niveau d'études des immigrés, des femmes donc qui partent, peut être très faible, absent quasiment. Mais on remarque aussi que des femmes ayant un niveau d'enseignement supérieur participent également au mouvement. Donc personne n'est épargné. Je veux dire, c'est pas un peu, j'allais dire, sur la base d'une qualification préalable, mais on peut partir, on peut s'installer quelque part parce qu'on estime qu'on peut trouver, c'est un moyen de progresser, par exemple. Et quand des difficultés se font jour, on l'a remarqué, il y a des retours au pays. Des retours au pays qui peuvent être projetés, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre sur place. Quand nous avons posé la question de savoir si, dans les 5 prochaines années, les migrants installés, par exemple, au Sénégal ou au Cameroun envisageaient de retourner chez eux. Au Cameroun, le nombre est impressionnant de femmes qui n'envisagent nullement de retourner chez eux. Je lis très mal peut-être, mais là, je vois par exemple que quand on les interroge, celles qui envisagent de retourner chez elles, c'est quasiment un quart de la population, environ 30%, qui disent oui, bon, je peux envisager de partir, de repartir, de retourner. Mais retourner dans son pays, c'est parce qu'on espère qu'on aura atteint des objectifs. Ça peut être également ne pas atteindre des objectifs. Ça veut être qu'on rencontre des difficultés. Et nous avons surtout essayé de comprendre un peu quelles étaient les raisons qui pouvaient les poser, quelles sont les difficultés principales qui pouvaient être soulignées. Et quand on interroge ces gens, on est surpris de voir que plus de 30% des migrants ne reprochent absolument rien à leur pays d'accueil. Ils n'ont pas un peu d'aspect qu'ils condamnent, qu'ils critiquent dans ces pays. Et ça, c'est quand même extrêmement important. On décide de partir parce qu'on a des difficultés dans la vie, on les rencontre, on a des problèmes d'insertion, on a des problèmes d'insécurité, on fait face, mais ce n'est pas le principal. Les critiques formulées à l'endroit des pays d'accueil sont vraiment quasi inexistantes pour plus de 38%, près de 40% des migrants. Et ça, c'est quand même remarquable, parce qu'on peut se dire, bon, l'unité culturelle, elle est là, même s'il peut y avoir un regard différent sur les populations migrantes, je veux dire, quelques difficultés à comprendre comment cela fonctionne et comment on peut donc se préparer à un retour. Et là, on posait la question de savoir, parce que c'est la conséquence de ce que je disais tout à l'heure. Nombre de migrants envisagent de rebondir quand la situation dans leur pays d'accueil je veux dire, il y a quand même ne pas négliger le biais que consistent les entretiens
qu'on peut rencontrer dans les entretiens qualitatifs. Souvent, quand on interroge les migrantes dans les pays d'accueil, elles sont un peu timorées, elles ont, j'allais dire, elles ont presque peur de dénoncer un certain nombre de faits qu'elles pourraient dénoncer dans le privé, dans l'intimité, dans une autre forme. Bon, mais globalement, on retiendra que ce que l'on a, il faudrait peut-être sur cet aspect-là pousser plus avant. Mais j'observe que, et nous avons observé que dans tous les pays, d'une manière générale, il y a un souci de rebondir quand ça ne marche pas dans le pays. Et quand ça ne marche pas dans le pays, certains envisagent de se redéployer vers un pays africain, mais on a vu que l'espace de déploiement le plus convoité, c'est l'Europe. Ils disent, oui, on va aller en Europe. Il y en a qui veulent aller en Amérique, d'autres dans un autre pays africain, ou ailleurs, entendez l'Asie, entendez, j'allais dire, l'Australie, un peu les pays du Sud. Et ça, c'est quand même. Mais il nous a paru également important de comprendre où est-ce que les gens voulaient aller en Afrique, par ordre d'importance. Quand on est au Tchad, on peut envisager de partir dans un autre pays africain, on peut envisager de partir ailleurs. Si ceux qui vont en Afrique, vous voyez un peu sur le truc, sont moins nombreux que ceux qui veulent aller dans d'autres pays, dans d'autres zones. Et donc, ici, mobilité transfrontalière, elle est essentiellement continentale, mais elle a parfois en ligne de mire le déploiement vers d'autres zones, comme l'Europe en particulier. Mais cela dit, quels sont les défis qui nous interpellent lorsqu'on parle de ces mobilités-là? Il y a d'abord un peu l'acceptation de l'autre. On voit un peu que la vulnérabilité des femmes qui est vécue le long des routes migratoires, qui est vécue dans le pays d'accueil, etc., constitue un peu une contingence importante, mais il faut relever ce défi-là. Et les femmes nous disent, oui, bon, c'est difficile, d'accord, mais ce n'est pas une partie de repos. C'est la même chose chez les hommes. On pense que les hommes sont plus préparés, mais chacun use de recettes un peu propres pour pouvoir le faire, pour pouvoir... Et nous avons voulu montrer qu'il y avait un besoin d'accompagnement du migrant en termes de protection, en termes de dispositifs d'accompagnement, d'accueil. Comment? Parce que ce qu'on a observé, c'est que d'une manière générale, dans les pays africains, on est préoccupé par le sort de ces fils qui sont à l'extérieur, mais on fait très peu cas des migrants, des immigrés, des personnes des pays même fils voisins qui sont un peu dans des conditions difficiles chez nous. Je prends le cas au Sénégal, où nous montrons et nous avons observé et bien analysé le fait que les Maliens, en termes de santé, de sécurité, les Maliens, les Maliennes ont dû créer leur propre groupement, leur propre centrale pour se prendre en charge, contribuer à hauteur d'un montant symbolique dans la conception, la mise en place d'un système de protection et d'accompagnement sanitaire. Au total, qu'est-ce que je retiens? J'ai fait le truc, c'est dire que je rappellerai toujours que nous avons mené une enquête expérimentale et qu'il y a des questions auxquelles nous n'avons jamais pu répondre et que les réponses que nous avons apportées également se fondaient sur des données, mais ces données peuvent être davantage élaborées et ces données à une plus grande échelle. Ça, c'est une coopération, je veux dire, avec les instituts de statistiques, etc.
influencer ces décisions, montrer l'ambition de notre recherche, c'était de montrer qu'il était important d'accorder une importance à la dimension genre et de faire en sorte qu'on puisse documenter cette question-là. Et au-delà de ces deux dimensions importantes, nous avons pensé qu'il était important de promouvoir une coopération migratoire sous-régionale, parce que le phénomène est un phénomène qui n'est pas limité à un pays. C'est des questions qui ne peuvent pas être réglées à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'une sous-région, parce que ça mobilise différentes structures, ça mobilise différents pays, et c'est des relations qui sont... Maintenant, renforcer les capacités des femmes, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très important. Renforcer les capacités des femmes en termes de développement d'activités, d'accompagnement bancaire, etc. Toute chose qui se fait dans plusieurs secteurs, mais spécifiquement pour les femmes, il sera important de ne pas les abandonner à leur propre sort ou à trouver des stratégies à l'interne de leur communauté, mais de développer des politiques d'accompagnement, de renforcement des capacités des femmes qui sont en migration. Au-delà des aspects juridiques, le droit de libre circulation des femmes, la protection, l'insertion économique à l'échelle régionale, toutes choses qui peut aller au-delà de la simple région ou d'un simple pays, mais qui peuvent être, par exemple, des espaces pour la CEDEAO, pour l'Union africaine, pour les organisations sous-régionales, qui un peu mettent en avant un besoin et prennent conscience de la nécessité de faire en sorte que les hommes et les femmes soient égaux en termes d'accès au développement, de marche vers le développement. Voilà, en quelques mots, pour rester dans les délais, un peu ce qu'il me paraissait un peu intéressant de discuter, d'échanger avec vous. Naturellement, ce sont vos questions qui nous guideront plus dans cette présentation. Merci donc à tous et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Papa Demba, de cette introduction. J'appelle ta présentation une introduction car j'ai le plaisir d'annoncer que dans quelques semaines, nous allons publier de concert le papier de recherche, c'est-à-dire le résultat de l'étude qui, à lui seul, comprendra à peu près une soixantaine de pages. Donc, tous les éléments que tu as évoqués, et tu ne pouvais pas faire autrement en si peu de temps, se retrouveront explicités dans le papier de recherche qui sera publié par l'AFD. Donc, merci encore de nous avoir donné un petit peu le goût de ce que nous retrouverons dans ce papier d'étude. Néanmoins, pour aller un peu plus avant, nous avons le plaisir d'avoir Lucie qui a eu le privilège aussi de voir en avant-première le papier de recherche et qui donc a à elle aussi beaucoup d'éléments que nous n'avons pas encore, enfin que vous n'avez pas encore, mais qu'elle souhaite peut-être partager à travers les questions qu'elle a à poser et qui seront l'occasion pour Papa Demba précisément de préciser ou d'éclairer des éléments qu'il n'aurait pas abordés dans sa présentation. Lucie, je te passe la parole et je rappelle à tous nos collègues participants que vous avez la rubrique questions dans laquelle vous pouvez poser vos questions, que je me ferai le plaisir de relayer à nos deux intervenants par la suite. Lucie, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Serge, déjà d'une part de m'avoir donné la possibilité de lire ce papier en avant-première et puis d'avoir la possibilité aussi de pouvoir réagir sur ces premiers éléments. Et je remercie également très chaleureusement professeur Papa Demba Fall parce que votre présentation elle est extrêmement riche hein, et effectivement ça donne, je pense, à nos interlocuteurs, en tout cas les personnes qui sont en ligne, l'envie de pouvoir aller un peu plus et regarder de quoi il en retourne. C'est un gros travail à la fois quantitatif et qualitatif. Alors moi, je voudrais poser une première question sur la question en fait qui porte sur la féminisation du fait migratoire.
Et je voudrais revenir en fait aussi sur voilà, la vision qu'ont certains experts et expertes qui pensent cette question de la migration féminine et qui est caractérisée, qui caractérise l'âge migratoire comme étant un âge mondialisé, qui s'accélère, qui est différencié, qui est politisé, mais qui est aussi donc beaucoup plus féminin. La féminisation de la migration, elle donne lieu à des migrations qui sont spécifiques et qui peuvent être problématiques, comme la migration commercialisée. Et il existe aussi une interaction dynamique entre les décisions individuelles et le contexte socio-économique dans lequel les décisions de migration ou de mobilité sont prises. Et dans cette perspective, l'enquête qui a été réalisée par toute l'équipe du professeur Papademba Fall en collaboration avec les chercheurs donc, de 9 universités des pays d'Afrique de l'Ouest nous aide en fait à mieux comprendre, vous aurez l'occasion de le lire, donc de mieux comprendre en fait les déterminants démographiques qui rend en fait visible cette féminisation des circulations migratoires. Alors, ma première question, si vous pouviez peut-être, professeur, nous indiquer, d'après vos premières analyses, les principales tactiques et les rationalités migratoires que vous avez développées qui ont été développées par les migrantes, que vous avez pu interviewer. Vous parliez de recettes tout à l'heure dans votre exposé. Donc, j'aurais souhaité voilà, avoir un peu plus d'éléments sur tous ces facteurs qui caractérisent les comportements migratoires de ces dernières. Oui, merci beaucoup, madame. J'ai lu un peu, comme je disais au début, la batterie de questions que vous avez posées. Et c'est aussi cela la recherche et l'intérêt d'exposer des résultats de recherche. C'est qu'en fait, une question en appelle une autre et une réflexion vous amène à vous poser des questions supplémentaires. Et c'est dire que dans une recherche à venir, on peut prendre en charge un certain nombre de questions qui sont formulées, qui sont posées et qui sont des questions pertinentes. Je remarque ici, et je vais rester sur le cas du Sénégal pour être plus précis. Quand on parle des femmes migrantes, celles que nous avons interrogées, les 300 femmes que nous avons interrogées au Sénégal, ce sont des femmes qui sont venues de pays voisins. Et quand on leur demande pourquoi le Sénégal, par exemple, ils disent c'est la proximité. Parce que ces femmes qui viennent, ne l'oublions pas, n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est une dimension importante. Peut-être qu'elles auraient envie d'aller ailleurs, mais elles échouent, j'allais dire, elles arrivent au Sénégal parce que ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'il y a une tradition, parce qu'il y a des facilités. On peut venir par le bus, on pouvait venir encore par le train, et ça prend quelques jours de voyage. Le coût d'investissement n'est pas parfois très important. Une autre recette importante, vous le savez très bien, l'immigration s'appuie sur les réseaux existants. Même quand on est femme, on connaît, comme on dit au Sénégal, un ami, on le dit en Wolof, un tchamoun, quelqu'un avec qui on a quelques relations d'affinité, etc., qui peut vous accueillir au Sénégal. Et vous dites, OK, moi je m'appuie sur mon réseau. Quand je suis Peul de Haute-Guinée, je vais au Sénégal. Quand je vais au Sénégal, je trouve la communauté guinéenne installée au Sénégal et j'arrive là, je dis, OK, je suis arrivé. Et on s'organise pour vous installer, pour vous faire démarrer une activité. Ça, c'est pas rien. Je veux dire, ça, on l'a en ligne de mire. Parce que partir ou venir au Sénégal, c'est déjà 1 à 2 années de préparation. On y pense, on y songe. On se dit comment je vais faire si j'ai envie d'y aller. Comment on prend la décision de partir? On prend la décision de partir parce que, je veux dire, c'est devenu un lieu commun. Tout le monde part parce qu'on estime que dans son pays, ça ne marche pas, ou qu'on a des personnes, des femmes que l'on connaît, qui ont été au Sénégal, ou qui arrivent, qui vous expliquent un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez quitter votre pays. Et ça, c'est une autre dimension, je veux dire.
qui nous a posé problème, parce que nous ne pouvions parler de migration qu'au-delà d'une certaine période. Mais il y a tellement de mouvements migratoires de femmes qui sont des mouvements temporaires de moins de 3 mois. On se déplace, on va au Sénégal, on va vendre des étoffes propres à sa culture. On vient par exemple approvisionner sa communauté d'origine qui est installée au Sénégal. Quand vous êtes Peul de Guinée, aujourd'hui, si vous voulez des étoffes guinéennes, vous les trouvez au Sénégal très facilement. Parce qu'il y a une communauté qui est là et il y a un réseau d'approvisionnement. Et ces femmes également, quelque chose que je trouvais assez particulier, assez intéressant, c'était de voir comment les produits culturels de leur pays, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en biens d'équipement, etc., pouvaient être redistribués ici. Ça veut dire que une chose m'a semblé importante, en tout cas au Sénégal, c'est de voir que ces femmes, ces migrantes, se soucier de ne pas concurrencer les nationaux et qu'elles développent des activités qui sont des activités propres. Dans le commerce, on ne vend pas des produits que les Sénégalais vendent, on vend d'autres produits, un peu, ça peut être des fruits, des légumes, etc., qui sont particuliers, qui ont la particularité de ne pas être distribués dans les réseaux, j'allais dire, modernes, un peu les fruits, je veux dire, les fruits secs, par exemple. Ça, ce sont des particularités qui animent et qui traversent la migration. Et en réalité, c'est la spécificité, elle est là. Prendre la décision de partir, c'est dire sur quel créneau je peux travailler. On s'informe. Et contrairement à ce que nous pensons, celles qui viennent, par exemple au Sénégal, ne sont pas dans une aventure, ne viennent pas à l'aventure. On va arriver au Sénégal et commencer à chercher ce qu'on va faire. On le sait avant de venir. On se dit, je veux dire, je prends les Togolais, j'en parle. Elles sont dans le commerce des aliments. Pas de tous les aliments, mais d'un type particulier d'aliments. Que vous allez dans certains quartiers de Dakar aujourd'hui, dans les maisons, les foyers ne préparent plus le dîner. On va acheter chez la Togolaise du coin. On va acheter des beignets de haricots, par exemple. Et ça, c'est des créneaux qui sont particuliers. On fait un peu le akéké, un peu comme on pense tout de suite à Côte d'Ivoire, mais on a un peu ces créneaux-là. Donc, il y a tout un ensemble de stratégies propres à femmes, tant en termes d'activité qu'en termes également de choix du lieu d'installation, du départ. Je vais à tel endroit parce que j'ai un contact où je peux m'installer. Sont rares. Avant, quand on regardait les hommes, on peut dire ils partaient à l'aventure parce qu'ils partaient où qu'ils puissent aller, c'est bon. Mais chez les femmes, c'est pas la même chose. Merci beaucoup pour votre réponse. En lisant votre travail, votre recherche, on sent vraiment que vos travaux plaident en faveur d'une libre circulation des acteurs et des actrices en tant que facteur aussi donc des projets migratoires, mais aussi du projet plus global en Afrique de l'Ouest. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant et riche. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de nous expliquer là, à travers cette réponse. J'aurais souhaité en fait vous demander, donc là on voit l'aspect effectivement positif, le fait de pouvoir aussi trouver une rationalité des niches économiques, mais j'aurais souhaité en fait vous poser aussi cette question et de nous rappeler les contraintes auxquelles en fait on fait face les migrantes et que vous révélez très bien à travers vos études, votre étude, enfin toutes les études qui ont été menées pour constituer ce travail de recherche, mais qui sont rencontrées à la fois au niveau des institutions et aussi au niveau des relations interpersonnelles. Et nous indiquer aussi quelles sont selon vous en fait les stratégies qui ont été déployées par les migrantes, enfin selon vous, selon les interviews que vous avez pu collecter. Quelles sont les stratégies qui sont déployées pour les contourner? Oui, mais je pense qu'on aurait pu, je trouve, un peu lister
les stratégies qui sont développées en fonction des espaces culturels qui sont investis, en fonction de l'appartenance culturelle également des migrants. Je crois que on ne renonce pas à quelque chose d'inné, c'est la culture propre. Et je pense que c'est sur ce terrain-là que l'on attend les autorités. Comment concilier, comment faire accepter la culture de l'autre et comment, quand on est installé dans un pays, s'accommoder des obligations. Je prends un exemple important, intéressant, et je suis toujours préoccupé par cette question. Le Sénégal est un pays majoritairement musulman, à dominante musulmane. C'est, par exemple, on a des populations catholiques qui sont acceptées, tant qu'elles restent un peu dans ce truc, mais il y a des pratiques qui ne sont pas du tout acceptées. Et il faut faire avec, il faut le gérer. Par exemple, le concubinage. Je connais de jeunes couples nigérians ou de jeunes couples composites, parce que là également, le groupe migrant, de migrantes forme une communauté quasiment où les hommes, les femmes, quelle que soit leur origine, se rencontrent. Ce sont par exemple les groupes protestants qu'on rencontre, qui vivent ensemble, qui peuvent vivre ensemble. Elles sont obligées de se déclarer mariées. Peut-être qu'à moi, elles peuvent avouer qu'elles vivent maritalement sans être mariées, mais la communauté sénégalaise n'accepte pas cet état de fait. Mais ça, ce sont des, je veux dire, des situations qui peuvent être particulières. Et il faut s'adapter quand on est dans tel ou tel pays, etc. Et on le voit, par exemple, avec un peu l'arrivée de ces populations nigérianes, originaires de la région du golfe du Bénin, dans le sud du Nigeria, autour de Enugu, etc., celle que dans une recherche précédente nous avions interrogée, montrer en quoi elles avaient plus de liberté que les autres groupes, par exemple, Peuls venus de Guinée. Le regard porté par la communauté sénégalaise et la communauté d'origine également sur les comportements de leurs, je veux dire, de leurs concitoyens peut varier. Et ça devient quand même un double obstacle, un double handicap. Il faut se conformer à des prescriptions sociales de sa communauté d'origine, une certaine forme de censure. Mais il faut également en même temps essayer de se mouler dans un peu le regard que les autres, que les nationaux, les autochtones peuvent avoir sur eux. Donc, la femme migrante, elle est confrontée à énormément de difficultés. On ne pouvait pas un peu développer ces aspects, mais il est important de voir comment culturellement on essaie de négocier son insertion dans le pays d'accueil. Et ça, je crois que c'est un peu être ethnologue, travailler sur la longue durée pour essayer de comprendre un peu ces négociations qui supposent la saisie de ces négociations passe par une très grande proximité avec les personnes qui sont interrogées, en tout cas dans des entretiens qui sont développés sur la longue durée. Et ça, il y a, comme vous dites, évidemment, beaucoup d'obstacles qui sont fort nombreux à lister et qui un peu animent la vie quotidienne de ces femmes. Merci beaucoup. Donc là, vraiment, merci pour cette réponse sur les pays d'accueil. J'ai une question aussi concernant en fait les changements qui se produisent pour les migrantes, parce que vous montrez dans les résultats de vos analyses et de votre recherche que les situations socio-économiques, elles se modifient en matière de responsabilité, d'égalité entre les femmes et les hommes à travers l'acquisition de nouveaux réflexes.
C'est très bien dit par vos analyses. Et j'aurais souhaité savoir en fait quels étaient ces facteurs qui sont déterminants et qui rendent possible ces améliorations. Oui, si je comprends bien votre question, vous touchez là du doigt le cœur même de l'insertion des femmes dans les sociétés d'accueil. Comment prendre en compte un peu les autres, un peu ses voisins, comment prendre en compte l'attitude de la communauté d'accueil pour un peu s'insérer durablement, valablement et entretenir des relations. Parce que cela tient à plusieurs facteurs. Je vois par exemple ces femmes qui sont d'origine bissau-guinéenne, par exemple, qui vivent au Sénégal en tant que communauté chrétienne, donc dans les minorités religieuses au Sénégal, mais qui, avec le temps, ont développé des relations telles que le mariage, par exemple, leur permet de quitter, de sortir un peu de ce truc et de développer. Vous avez un peu des familles ici, bissau-guinéennes, où un des enfants ou une des migrantes est mariée à un Sénégalais, par exemple. Et du coup, on ne dit pas que cette famille a quitté la communauté bissau-guinéenne, mais elle est entre les deux. Elle devient quasiment une mutante et elle fait le lien. Elle participe aux activités des femmes de son quartier au même titre qu'il participerait une Sénégalaise, par exemple. C'est-à-dire qu'en réalité, l'insertion, les techniques d'insertion, les recettes d'insertion sont extrêmement variées et parfois même insolites parce que on essaie de comprendre quand on les approche, ces gens, on est surpris de leur dynamisme, de leur, j'allais dire, de leur intelligence à pouvoir s'installer valablement, durablement dans une société d'accueil. Et tout ceci joue parce que, vous voyez, les communautés, par exemple, bissau-guinéennes, il est intéressant d'observer qu'au Sénégal, elles sont là depuis très très longtemps parce qu'il y a une très longue tradition qui remonte déjà à la guerre des indépendances et bien avant même, avant s'installer au Sénégal, poursuivre leur chemin vers l'Europe, mais de plus en plus se sont installés, sont restés, les enfants sont nés, il y a la deuxième génération. Ça c'est vrai surtout pour les Guinéens. Les enfants, les Guinéens, se disent encore Guinéens, mais ce ne sont que des Guinéens d'origine. Ils sont nés au Sénégal. Ils parlent remarquablement bien les langues locales. Et les enfants, dans leur quartier, appartiennent au groupe de jeunes, participent aux activités un peu des jeunes et constituent un facteur supplémentaire d'intégration. Donc, il y a différentes recettes qui sont exploitées par les femmes, par les migrants, au sens large, pas seulement les femmes, mais ça va des enfants aux parents. Il y a toujours des moyens de s'intégrer, des moyens de s'adapter, un moyen de développer des relations, de pacifier des relations dans un territoire qu'on partage avec des nationaux, avec des autochtones. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore la possibilité de poser une ou deux questions, Serge ? Oui, allez-y, Serge, j'ai un peu perdu. Oui, absolument. Non, j'étais en train de répondre. J'étais en train d'anticiper en envoyant un mot à Lucie en disant Lucie, une dernière question. Donc oui, tu peux y aller. Ok, parfait. Je vais vous poser une question sur votre dernière partie de votre exposé concernant l'accompagnement du processus migratoire. Parce que donc une de vos deux grandes questions de recherche porte sur l'encadrement donc du processus migratoire féminin dans l'optique d'une autonomisation des femmes ouest-africaines. Et au cours de la restitution de votre enquête, vous faites appel à deux législations régionales et continentales,
tout d'abord les accords sur la liberté de circulation adoptés par la CEDEAO et ensuite aussi le protocole de Maputo en matière de protection des droits des femmes. Et donc, ces deux instruments faciliteraient le processus d'intégration des migrantes et assureraient leur protection. Ma question, c'est quels sont selon vous les autres leviers qui devraient permettre d'assurer la défense, mais aussi la dignité des migrantes, le renforcement de leurs droits et promouvoir le développement humain des femmes et de leurs familles? Oui, j'ai parlé évidemment en termes de mobilité. Quand on en parle en Afrique de l'Ouest de migration, on pense tout de suite au protocole de la CEDEAO qui unit les 15 États membres du truc. Mais vous avez vu que dans nos recherches, nous sommes parfois en dehors de cette zone CEDEAO, la Mauritanie par exemple. Donc, et au-delà de CEDEAO, en dehors de la CEDEAO, il y a le protocole de Maputo qui est spécifiquement consacré aux droits des femmes, qui peut servir de point de référence dans les différents pays. On peut s'y appuyer pour promouvoir l'émancipation des femmes et le respect de leurs droits. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ces deux textes, quelle que soit leur valeur, sont essentiellement animés de bonnes intentions. C'est un peu comme les protocoles en général ratifiés par des pays, d'autres qui ne le sont pas. Et dans leur application, ce n'est pas toujours le cas. Et qu'il peut y avoir, et c'est ça pour nous, je pense, et c'est là où ça peut être intéressant, surtout pour notre partenaire, comme un partenaire comme l'AFD, c'est de voir comment soutenir ou promouvoir à l'échelle de chaque pays des dispositifs d'insertion et d'accompagnement des femmes. Je vois par exemple une chose. Vous avez pour les migrants en général, si je prends le cas particulier de la France, qui a des relations privilégiées avec le Sénégal, les migrants bénéficient d'un accompagnement à travers des dispositifs qui leur permettent de financer les activités dans leur pays, l'école, la construction d'écoles, l'approvisionnement en eau, etc. Donc, c'est des contributions de migrants au développement. Maintenant, on peut penser également qu'on peut imaginer un dispositif où, à l'échelle de chaque pays, on s'occupe d'accompagner, de soutenir les étrangers qui vivent, par exemple, au Sénégal. Et c'est en cela que je disais que ce qui est surtout dommage, le constat général qui est fait, c'est que les États africains sont toujours prompts à défendre leurs émigrés, à demander aux pays, aux partenaires du Nord de soutenir les émigrés, mais très peu disposés à jeter un regard sur les étrangers qui vivent dans leur pays. Alors qu'en réalité, on ne comprend pas ce que moi, par exemple, je dirais, je ne comprendrais pas, c'est que le Sénégal puisse dire à la France de soutenir les Sénégalais qui sont en France parce qu'ils ont des droits, etc., mais en même temps de ne pas respecter les droits des étrangers qui sont ici. C'est vrai que c'est ça le paradoxe. On estime, il y en a qui estiment que à partir du moment où on est en Afrique, il y a moins de problèmes, mais il y a plus de problèmes en Afrique qu'il y en a dans les pays européens, où on respecte davantage plus les droits des migrants qu'on ne le respecterait ici au Sénégal, par exemple. Et ça, je pense qu'il y a toute une réflexion. Et c'est là où des structures d'appui au développement, d'aide au développement, des partenaires au développement peuvent influencer ces choix-là en disant oui, mais attendez, qu'est-ce que vous allez faire pour que la communauté camerounaise ou la communauté gambienne qui vit au Sénégal, qui se sentirait plutôt sénégalaise, compte tenu de la proximité culturelle, puisse être à l'aise, puisse bénéficier, par exemple,
de prêts bancaires, de prêts pour développer des activités. Est-ce que l'État du Sénégal, en développant des politiques d'accompagnement des femmes sénégalaises, pense que les étrangers qui vivent au Sénégal, sous réserve de certaines conditions, peuvent bénéficier de ce soutien-là? Ça, je pense qu'il y a encore un gap extrêmement important dans aux étrangères, par exemple. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Je vais maintenant prendre le relais, me faire le relais plutôt d'un certain nombre de questions qui sont nombreuses et qui viendront enrichir le débat. Alors, la première question, elle est tout à fait factuelle et je pense qu'elle appelle une réponse tout à fait factuelle aussi. C'est pourquoi le Bénin ne figure-t-il pas dans le choix des pays? Ah oui, bon, là vous touchez du doigt une question qui aussi pour nous a été une préoccupation. Autant je disais, j'avais voulu avoir un peu les pays anglophones, des pays lusophones, autant si au Bénin, je connais des collègues, j'ai beau demander, je ne les connaissais pas spécifiquement dans le domaine des migrations, je les connaissais un peu, donc qui travaillaient sur d'autres sujets, parce que nous sommes unis en Afrique dans le cadre de ce que l'on appelle le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, où nous avons la liste de tous les collègues et les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Je sais qu'au Bénin, il y en a qui travaillaient sur ces questions, mais qui n'étaient pas disponibles au moment où on le faisait. Et puis bon, je ne vais pas le dire un peu à Serge, ils ont dû même faire une rallonge pour que nous puissions un peu poursuivre un peu ces recherches. La coordination, elle est extrêmement difficile. Donc, on peut espérer que nos travaux intéresseront nos collègues du Bénin, à qui j'ai d'ailleurs envoyé à Dossiovo et Foucault, j'ai envoyé un peu le pré-papier en disant, oui, est-ce que vous avez des réflexions? Est-ce que par rapport à ce que nous avons écrit au Bénin, vous avez travaillé sur le sujet, etc., pour savoir. Mais la migration béninoise, elle est largement abordée. Elle est largement abordée au titre surtout des femmes, qui sont des femmes commerçantes, qui sont des opératrices économiques de premier rang, celles qu'on appelle en particulier les nanabens. Et que donc, il aurait été extrêmement intéressant de nous appuyer sur nos collègues de l'université de Parakou, par exemple, ou de Abomey Calavi, pour faire ce truc. Et on reste ouvert naturellement à d'autres collaborations. Et c'est en cela, pour moi, qu'il était intéressant de dire, oui, si on devait un peu partager ces travaux en présentiel ou en truc, pourquoi ne pas s'ouvrir à d'autres universités d'espace ou de territoires sur lesquels nous n'avons pas travaillé, ou plus spécifiquement, les choses ont été faites un peu dans tel ou tel domaine. Je sais que c'est la même chose au Cap-Vert. Au Cap-Vert, la migration, elle est aujourd'hui moins africaine, mais elle existe quand même. Et que par le passé, le Sénégal était le réceptacle des Cap-Verdiens qui aujourd'hui, malheureusement, aux États-Unis, à Boston, dans Massachusetts, où moi j'ai travaillé sur les communautés capverdiennes, ou un peu en Hollande, ou un peu au nord de l'Europe, au Portugal, mais moins en Afrique. Donc la circulation en Afrique, elle est surtout, quand on prend les Béninoises, et certaines Maliennes d'ailleurs, c'est un peu l'approvisionnement de leur pays en étoffe, par exemple, à partir de l'Asie, à partir des pays comme Taïwan, pas Taïwan, mais la Thaïlande, etc. Donc, ça, il y a un peu, selon qu'on en est dans tel ou tel pays, mais le Bénin, pour nous, ça aurait été extrêmement intéressant. Le Bénin, le Togo également. Hein? Nos collègues de l'Université de Lomé également s'intéressent à ces questions-là. Pourrait susciter un intérêt, mais on a voulu un peu, et c'est ça, je crois, le plus important, montrer l'intérêt qu'il y avait à étudier ces questions et à susciter des vocations.
Et donc, le réseau d'études des migrations africaines s'attellera à s'ouvrir à tous ces pays ouest-africains parce que ce n'est pas, peut-être j'allais dire, la première fois. Le Cameroun nous a intéressés parce que nous avons dû faire appel à un collègue qui est un grand spécialiste des questions de migration. Comme nous avons été également un peu pour l'Union africaine, l'expert dans la préparation de ce rapport mondial sur la mobilité, nous avons 5 zones en Afrique où nous avons partout des collègues que nous avons associés à une recherche beaucoup plus vaste, un peu dans le cadre du Global Compact en Afrique. Donc, c'est peut-être une question d'opportunité ou de moment, mais nous avons quand même une relative bonne connaissance de ce qui se fait dans le domaine des migrations dans chacun de ces pays. Merci. Peut-être une question en lien avec, et je reviendrai après à d'autres questions, mais une question qui revient régulièrement et qui est aussi personnellement pour moi une question importante, qui est celle de l'enjeu des statistiques. C'est-à-dire que l'étude qui a été menée est une étude qui a révélé dans ce domaine, mais comme dans d'autres d'ailleurs, dans la sous-région, un enjeu important en termes de statistiques, que ce soit en termes d'existence de statistiques, de la production, de la qualité des productions, de la régularité des productions statistiques sur ces enjeux de migration. Vous l'avez évoqué très rapidement à la fin de votre exposé, et peut-être pourriez-vous y revenir très rapidement, parce qu'il y a d'autres questions, mais y revenir rapidement sur les recommandations ou la recommandation que vous feriez en termes de politique publique sur peut-être des indicateurs qui pour vous seraient pertinents à proposer ou à construire ou à co-construire avec les instituts de statistiques sur les migrations en général, mais sur les migrations féminines en particulier. Est-ce que vous auriez des suggestions, des recommandations à faire à vos collègues des instituts nationaux de statistiques? Je dois dire que pour avoir travaillé pendant longtemps sur ces questions de migration, nous avons réussi à influencer des instituts sénégalais, en tout cas de production de données statistiques, dans un peu la prise en compte de la mobilité d'une manière générale. Ça, c'est deux. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'avait pas de données. Et aujourd'hui, les données que nous avons également sont parcellaires. Et tant que c'était les migrations internationales, ça pouvait intéresser le Sénégal, ça pouvait intéresser certains pays, mais leur intérêt allait plus vers les migrations vers l'Europe que les migrations vers l'Afrique, qui sont de loin majoritaires. Mais je crois que tout le monde est aujourd'hui convaincu, avec l'affirmation des questions de genre, que on ne peut pas et on ne peut plus traiter ces phénomènes démographiques sous le seul angle masculin et qu'il faut nécessairement s'ouvrir et influencer. Le Sénégal va bientôt commencer son recensement qui a lieu quasiment général des populations, de l'habitat, qui a lieu tous les 10 ans. Mais je ne suis pas sûr que dans la mouture actuelle, la question des migrations féminines figure en bonne place. On parle de migration en général. Et que je pense que ces questions-là, à un moment, avaient occupé le devant de la scène. Nous avons en Afrique de l'Ouest une seule expérience de production de données à l'échelle sous-régionale de manière simultanée qui a été coordonnée par le CERPOD depuis Bamako. Et ça, c'est déjà 98. Ça date. On n'a plus renouvelé cette expérience parce qu'avec un même questionnaire, on avait pu travailler à l'échelle des 15 pays pour comparer
et prendre en charge la question migratoire. Mais ça correspond aux années 87, 88, 89, 90, où la question migratoire avait été posée comme une question importante de développement. Ça l'a toujours été en Afrique, une question un peu la circulation qui fait partie de l'ADN des Africains, mais on ne lui accordait aucune importance. Et je trouve aujourd'hui qu'il faut, et c'est là où on attend, par exemple, j'attends un peu l'appui de structures comme l'AFD, les partenaires au développement, qui comprennent cet enjeu et qui fassent en sorte que dans les politiques publiques, on puisse prendre en compte cette dimension genre. Parce qu'on passera toujours à côté d'un certain nombre de trucs. Là, au Sénégal, ces jours-ci, il y a énormément de débats autour de ces questions de parité et autres, mais on n'a pas de statistiques, par exemple, sur un peu, par exemple, un sujet sur lequel je travaille avec IDEA, la Suède, Addis Abeba, l'Afrique de l'Est, des pays anglophones. On est à peu près 9 pays, 9 consortiums à travailler sur la participation des femmes à la vie politique. Mais ce qu'on observe, c'est le défaut, le déficit de données chiffrées sur ces questions-là, par exemple. Il nous faut nous-mêmes aller voir les partis politiques pour essayer de savoir qui est inscrit, combien il y en a, quelle est la proportion de femmes dans le bureau, quelle est la proportion de femmes dans le parti. Il y a un déficit d'information globalement chiffré, pas seulement sur les questions de hommes-femmes, mais sur bien des aspects, et qui font qu'on n'a pas souvent de références statistiques fiables sur certaines questions et que les choix, et d'ailleurs la recherche ne s'embarrasse pas de fioritures. Quand elle ne peut pas produire des données, c'est extrêmement coûteux, ça prend du temps et il faut les élaborer en fonction de ses besoins propres, et il faut les produire, mener des enquêtes. Ça, évidemment, ce n'est pas des choses simples. Les institutions de statistiques peuvent le faire, mais à la demande de l'État, avec des moyens qui vont démarcher par-ci, par-là, etc. Et si vous ne le prenez pas en compte au départ, à l'arrivée, vous n'y arrivez pas. Et donc, c'est des dimensions qu'il faut systématiquement intégrer. Et nous insistons tout le temps pour qu'on dise, chaque fois qu'il nous a été là, nous travaillons actuellement sur un peu les migrations sénégalaises d'hier à demain, l'immigration vers le Sénégal et l'immigration. On aurait bien aimé avoir des données sur la participation féminine et l'effectivité de cette femme de manière chiffrée. Mais ça n'existe pas. On interviewe 2 ou 3 femmes à la sauvette, mais on parle plutôt des hommes. Et même sur les hommes, parfois, il est difficile d'avoir des données. Donc, la production de données statistiques, c'est quelque chose, c'est un véritable problème. Okay. Et Merci. pour étayer les argumentations, il faut bien parfois des données qui font défaut. Et ça, c'est vraiment regrettable. Très bien. Alors, justement, en lien avec cette question des statistiques, et je pense que tu n'auras peut-être pas la réponse du point de vue statistique précisément, mais peut-être au cours des études qui ont été menées dans le cadre de ce programme, aurais-tu des débuts de réponse? J'ai 2 questions que je lis ensemble. Quelle est la proportion de femmes migrants avec enfants? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a eu une capacité au sein des études ou une facilité à relever ces différenciations entre migrantes isolées et migrantes avec enfants? Et deuxième question, quelle est la proportion de femmes migrantes finissant dans le pays d'accueil dans la mendicité? C'est-à-dire des femmes qui n'auraient pas pu rentrer dans ce cercle vertueux de l'autonomisation, y compris par la réalisation dans le travail, mais qui au contraire finiraient dans la mendicité. Est-ce que tu as des éléments là à nous partager? Voilà un peu des questions qui sont des questions importantes, mais qui ne sont pas malheureusement documentées.
vous remarquerez, par exemple, je prends le cas du Sénégal. Mes collègues n'étant pas là auraient pu parler de leur pays, etc. Si vous prenez le Sénégal, globalement, vous avez à tous les feux rouges des mendiants, des mendiantes qui viennent du Mali, des régions de l'onchocercose, de la maladie du sommeil, qui sont, parce que les Sénégalais accordent beaucoup d'importance à la charité, et en particulier les vendredis, tous les feux rouges sont remplis de mendiantes. Quand elles ne sont pas mendiantes, elles accompagnent des mendiants hommes qui sont au Sénégal et louent leur service à ces gens-là qui séjournent au Sénégal périodiquement avant de retourner. Mais même là-dessus, pour une question d'utilité publique, d'intérêt national, on n'a pas de données. Les rares travaux qui ont été faits se basent sur des entretiens individuels avec 2 ou 3 personnes pour tirer des conclusions. Et c'est seule une collègue, Kodou Bop, qui a travaillé sur un peu les mendiantes au Sénégal ou les mendiants originaires des régions de l'onchocercose qui arrivaient au Sénégal par le train express Dakar-Bamako et de plus en plus par la route pour venir mendier au Sénégal. Mais dans notre recherche maintenant, à nous, nous avons surtout interrogé les femmes sur les lieux de travail, donc celles qui avaient une activité. Mais la déduction, il faut par exemple regarder la base de données du Sénégal que je n'ai pas malheureusement sous les yeux pour comprendre un peu, parce que nous avons interrogé les femmes pour savoir si elles avaient des enfants, si elles n'en avaient pas, si les enfants étaient nés ici ou les enfants étaient venus après. Mais je suis désolé, je ne les ai pas sous la main parce que c'est un aspect que nous n'avons pas exploité, mais on peut facilement retrouver à partir de nos bases de données sur les 300 que nous avons interrogés au Sénégal, combien ont des enfants, quels sont les sexes de ces enfants, est-ce qu'ils sont nés ici ou est-ce qu'ils sont nés dans leur pays, ils sont venus après, etc. Ça, c'est des informations. Mais c'est des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs que dans ce que nous avons fait, par exemple. Même dans les recensements au Sénégal, on n'a pas cette forme d'information. Et pourtant, ça aurait été intéressant de comprendre, par exemple, pour le ministère de l'Éducation nationale au Sénégal, de comprendre combien d'enfants étrangers, nés de parents étrangers, sont scolarisés dans l'école sénégalaise, que ce soit public ou le privé. Voyez? Donc, je crois qu'il faut que les institutions puissent répondre à certaines demandes selon qu'on le leur pose et qu'on en situe l'intérêt. Ça peut être intéressant de savoir combien on a, par exemple, de jeunes Ivoiriens qui sont nés ici au Sénégal, qui vont à l'école publique, combien il y en a qui vont à l'école privée, etc., par exemple. Mais c'est des données qui font défaut. Je disais que sur le plan démographique, d'une manière générale, l'information fait défaut. Les trucs se limitent à prendre en compte les populations sénégalaises, l'âge, les déplacements, un peu la circulation d'une région à une autre, les mobilités internes, rarement les mobilités internationales, etc. Une question, merci encore. Une question relative aux migrations de proximité. Une question qui relève, qui s'interroge plutôt, et qui s'interroge sur le fait de savoir si les migrations de proximité sont ou ne sont pas une source d'insécurité économique pour les femmes. C'est-à-dire, est-ce que les migrations de proximité ne multiplient pas les occasions ou les risques d'insécurité de tout genre? Oh non, plutôt, je pense. Je pense plutôt que c'est le contraire. Hein, par rapport à ce que nous avons appris dans notre recherche, une Sénégalaise préférera aller au Mali où elle va être sûre de pouvoir parler une langue qui est comprise. Si elle ne parle pas le Bambara, la plupart des Maliens, par exemple, parlent le Wolof. C'est la même chose quand on va en Gambie. Pour les Sénégalaises, on peut se fondre dans les populations avec un accent différent
parler le Wolof. En Mauritanie, il y a les populations négro-africaines qui également constituent très hautement, on parle la langue française. Donc, je pense qu'il y a des opportunités à saisir et c'est un peu des situations dont on peut profiter et ces situations-là déterminent le choix de la destination. C'est-à-dire, partir quelque part, c'est s'assurer au moins qu'on a un relais, un pied à terre quand on arrive. C'est aussi s'assurer qu'on peut échanger avec les populations et que quand on ne parle pas la langue locale, quand on est des enfants, avec les enfants, ça passe beaucoup plus vite parce que les enfants initient leurs parents à la langue du pays parce que les enfants sont beaucoup plus effets, beaucoup plus préparés aux langues étrangères. Et ça, c'est un constat que nous avons fait pour ce qui concerne les différents pays de recherche. Bien. Peut-être une dernière question, car je vois que l'heure approche. Deux dernières questions avant que nous devions arrêter. La première, c'est une question en lien avec une question que tu as déjà abordée, qui est le retour au pays. Dans le cas où le retour au pays peut être peut-être difficile ou en tout cas est envisagé avec difficulté, est-ce que dans le droit fil de ton premier plaidoyer, tu irais jusqu'à plaidoyer jusqu'à plaider en faveur de développement de systèmes d'assistance au retour? Et si oui, ou sinon, est-ce qu'il existe déjà de tels systèmes d'assistance au retour dans certains pays? Ça aurait été quelque chose d'extrêmement important. On s'en remet très souvent à l'OIM qui procède à ces rapatriements de Sénégalais vivant à l'étranger ou en difficulté à l'étranger. Les programmes sont développés par l'OIM qui, dans les différents pays, prévoit d'accueillir des gens qui sont en difficulté, mais surtout des difficultés dans les pays maghrébins où on les rapatrie. Ici, d'une manière générale, à ce que je sache et ce que j'ai pu constater pendant longtemps au Sénégal, c'est que, par exemple, quand un membre de la famille est en difficulté quelque part, c'est sa famille qui se charge de la faire revenir, soit en dépêchant quelqu'un un peu dans le pays d'accueil, soit en s'appuyant sur la communauté de ce pays d'accueil pour aider à revenir. Et c'est toujours très difficile parce que l'échec est très mal ressenti par les migrantes qui, dans un pays, découvrent que c'est très difficile, etc., ne peuvent pas rentrer et peuvent s'adonner à d'autres types d'activités ou de pratiques parce que simplement ils font face à des difficultés. Mais nous avons remarqué aussi que généralement, quand surtout c'est des migrations d'accompagnement, la difficulté ou les problèmes de survie peuvent affecter principalement d'abord le conjoint, le mari. Et dans ce cas, c'est la femme qu'on décide de rapatrier en premier lieu. Et souvent, c'est la femme qui prend la décision d'ailleurs de dire « Ok, je vais retourner au pays en attendant que tu puisses te refaire une situation, etc. » Et ça, c'est un peu très courant, très fréquent. Et que donc, le regroupement familial qui est souhaité parfois, s'il y a des problèmes, un peu de ressources, des problèmes d'emploi, etc., c'est les femmes qui retournent en premier lieu et les hommes restent et les hommes se redéploient vers d'autres cieux et peut-être que l'épouse va rejoindre plus tard. Mais nous avons des témoignages poignants de femmes qui ont accepté de se confier, d'expliquer leurs difficultés dans les pays d'accueil au point de décider de rentrer au Sénégal où, en règle générale, la conclusion était qu'elles avaient perdu beaucoup de temps parce qu'elles n'ont pas pu s'insérer dans leur pays d'accueil et elles ont perdu les repères dans les pays d'origine. Et ça,
c'est parfois vraiment très difficile à entendre de la part de femmes migrantes, d'anciennes migrantes. Et la plupart d'ailleurs du temps, ça débouche sur un divorce avec le mari. Et ça, c'est des situations qui sont tout à fait particulières et qui affectent nombre de migrantes partir rejoindre leur époux. Je ne parle pas de celles qui sont parties d'elles-mêmes. Celles qui sont parties d'elles-mêmes, on n'a pas la proportion de divorcés là-dedans, mais parfois, ce ne sont pas des célibataires, ce sont des personnes qui ont eu un couple ou qui se sont mariées beaucoup trop tardivement et qui ne supportaient plus d'être dans leur voisinage, d'être un peu perçues comme des personnes abandonnées à elles-mêmes et qui décident de partir à l'aventure, comme ils disent, ce qui est rare d'ailleurs, mais ça existe quand même. Très bien. Eh bien, merci, merci à vous deux, merci à Lucie, merci à professeur Papademba Fall. Je suis très reconnaissant d'avoir participé à cette très très intéressante session. Je rappelle à tous les participants à cette session que dans quelques semaines, je pense 2 à 3 semaines, nous serons en mesure de vous partager la publication du rapport complet, du papier de recherche complet de cette étude, qui vous sera partagé par Internet à tous ceux qui se sont et celles qui se sont inscrits et inscrites à la session d'aujourd'hui. Vous recevrez le lien pour pouvoir avoir accès au papier de recherche lui-même, auquel vous trouverez un certain nombre de réponses. Je n'ai pas pu malheureusement relayer toutes les questions, elles étaient nombreuses. J'ai essayé de les rassembler, de les synthétiser, mais je n'ai pas sûrement dû faire droit à toutes vos questions. Je vous remercie encore vraiment beaucoup à tous et à toutes. Et eh bien, je vous dis à très bientôt sur les ondes de l'AFD, sur des conversations de recherche qui peuvent être menées par beaucoup de mes collègues sur des thèmes variés. Voilà, je vous remercie encore. Et le dernier mot est à Papademba, si tu le souhaites. Oui, Serge, comme j'ai dit, je voudrais remercier notre partenaire, l'AFD. Je voudrais surtout te remercier au nom aussi de l'AFD, parce que vos questionnements, comme le faisait tout à l'heure Lucie, nous ont beaucoup guidés. Parce que au regard des choses qui sont pour nous banales, qui sont à proximité, qu'on ne voit pas, et que vous avez su mettre le doigt là-dessus, vous avez su nous pousser et booster un peu la réflexion en disant « Ah tiens, tel aspect est intéressant, etc. » Et en cela, vraiment, je voudrais encore une fois vous remercier et marquer notre disponibilité, encore une fois, à l'AFD, un peu pour une collaboration, pour poursuivre la collaboration. En tout cas, merci. C'est ici l'heure du déjeuner. On vous invite. Mes cousins arrivent progressivement parce que le mercredi, nous déjeunons chez ma mère et mes cousins commencent à arriver. Il est 14 h et pour moi, c'est un jour de repos quasiment. Merci. Alors, en tout cas. Bon déjeuner en famille et en voisin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.